J'étais sur l'équipe nationale, là, mon ego il grossit aussi, là, je suis comme crème, ça a payé, tu sais, focusé sur toutes ces affaires-là, puis j'ai comme perdu le contrôle un peu sur mes compétitions, mes entraînements, ma relation avec mon coach, j'ai vraiment complètement perdu le contrôle, puis ça a été une année très... Excellence is about standing, and excellence is a requirement for your dream to come true. Quasiment depuis que je marche, là, vers 2-3 ans, j'ai voulu mettre des patins, des rollers, je voulais tout le temps rouler, tu sais, marcher, j'aimais pas ça, j'aimais ça, glisser, rouler avec des patins. Mes parents m'ont inscrit au hockey dès qu'ils ont pu. J'ai commencé dans les clubs de hockey, puis j'ai jamais pogné à ce jeu-là, tu sais, le jeu de la POC, du chamaillage, de stratégie, les jeux d'équipe. Je voulais juste aller plus vite que tout le monde. Moi, j'aimais ça patiner, j'aimais ça glisser, j'aimais ça... Puis mes parents ont cliqué à m'amener. On était dans l'Estrie à ce moment-là. Il n'y avait pas de club de patinage de vitesse, mais il y avait une démo qui s'était donnée par le club de Sherbrooke. Donc, le club de Sherbrooke, ils ont mis des matelas dans un U-Haul. Ils ont mis plein de patins. Ils ont annoncé une démo à Waterloo, la ville où j'étais. Ils ont fait... Je peux demander pourquoi les matelas? Les matelas, parce pour que okay. Si on tombe puis on glisse sur la bande, ça peut pas faire mal. Fait que, habituellement, en courte piste, on a des matelas. Là, c'est dans une aréna de hockey. C'est ça peut faire mal si on tombe. Risque de blessure. Fait qu'il apporte tout le stock. Moi, je suis super excité à essayer ça, le patin de vitesse. Puis, je me pointe, j'étais tout seul à faire partie de la démonstration. Moi puis mon père, dans le fond. Puis moi, j'ai vraiment trippé. Là. Moi, c'était ça que je voulais faire, c'était mon sport. Là. Puis là, drôlement, j'ai rencontré quand même récemment, l'an dernier, la personne qui a fait cette démo-là de Sherbrooke. Okay. Puis il me racontait qu'il se souvenait encore, lui, du moment où il revenait à Sherbrooke. Encore une autre heure et demie pour s'en retourner chez lui, puis dire « Ah, maudit, c'était un flop, ça. J'ai pas... » Sur toute la session, t'étais vraiment le seul... Enfin, vous étiez les deux seuls. C'était pas genre en arrivant, puis les gens ont fini par comme... Non, j'étais le seul qui s'était présenté. Okay. Puis il a tout cru que c'était un flop, ça avait jamais marché. Puis maintenant, de voir que la personne qui il a fait présenter ce sport-là, qui a fait découvrir ce sport-là, c'est moi. Puis je l'ai rencontré dans un gala, genre en recevant des prix. C'était drôle comme rencontre. C'est la définition de l'efficacité. Oui. 100% de réussite de tourner un enfant en impro. Oui. Il y a le 80-20, mais là, on est plus dans le 99-1. Là, tu sais. Ton père, non, c'était 50% parce que ton père n'est pas devenu pro dans ce cas-là. C'est vrai. Ça reste quand même high efficiency. Oui, c'est vrai. Fait que c'est ça. Moi, c'était vraiment... tu sais, le feeling de glisser, c'est comme... Encore aujourd'hui, quand je trouve ça dur, c'est quand... la vie d'athlète, là, je trouve ça comme je trouve que ça devient trop lourd un peu. Là, je repense tout le temps à ça, ce moment-là de glisse, le vent d'en face, puis que ce soit effortless. C'est comme une danse un peu sur... Puis j'ai senti ça dès que j'ai mis les patins. Okay. Est-ce que tu avais le physique ou qu'est-ce que c'est le physique d'un patineur de vitesse? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ça t'a plu puis tu étais comme fait pour ça ou est-ce que pas du tout? Pas nécessairement. Tu sais, c'est sûr... ça fonctionne par catégorie d'âge quand tu grandis. Fait que c'est par tranche de 2 ans. Donc, moi, j'étais dans tout le temps les plus jeunes parce que le cut-off, il est genre en juin, juillet. Puis moi, je suis né en mai. Fait que comme j'étais tout le temps dans les plus jeunes de mes catégories. Fait que des fois, j'étais contre quelqu'un de 2, même plus que 2 ans de plus vieux que moi. Fait que quand t'as 18, puis t'es contre quelqu'un de 14, 15... quand t'as 12, je veux dire, puis t'es 14-15, c'est dur, là, c'est sûr, parce que le physique n'est pas le même. Fait que j'ai jamais vraiment été des meilleurs en grandissant. Là. C'est plus vers, quand j'ai eu ma poussée de croissance, vers 15-16 ans, que là, ça l'a comme plus développé. En termes de physique, il y a comme quelques features qui aident, là, genre la longueur des fémurs. Si tes fémurs sont trop longs, ça peut être plus difficile de te mettre dans la position de patin de vitesse. Pour le courte piste, c'est sûr, tu vas être léger là, pour avoir une bonne force relative. Là, fait que c'est un peu de ça, mais c'est très, très grosso modo. Là, c'est pas... Il n'y a pas un physique, parce que c'est tellement technique comme sport que c'est plus la personne qui va réussir à trouver la façon de patiner pour elle que
une façon de patiner qui est universelle, puis si t'as pas le physique, t'as pas le physique. C'est moins ça. Et tu as parlé d'un peu de technique, puis je pense que c'est un point important. J'aime pas trop, comme je t'ai dit avant le podcast, rentrer dans trop le technique ou le technico-technique du sport. Mais globalement, si tu peux qualifier, tu as parlé de courte piste, de longue piste, et je pense que tu as évolué aussi au cours de ta carrière. Ouais. C'est quoi ça? Si tu peux qualifier globalement les courtes pistes, longues pistes, puis les distances, puis un peu comment toi tu es arrivé à la fin dans telle ou telle catégorie? Oui, habituellement, le courte piste, c'est plus accessible. Au Québec, il y a beaucoup plus de clubs de patineurs, patineuses de courte piste parce que ça se pratique dans les arénas. Puis nous, les arénas, on en a partout. Donc, l'aréna, comment on délimite à l'intérieur de la glace de l'aréna, c'est une piste de 111 mètres. Donc, il y a plusieurs distances. Là. Il y a le 500 mètres, le 1000 mètres, le 1500 mètres, puis il y a des relais et tout ça. Puis, on fait un certain nombre de tours, puis tu es contre d'autres personnes. C'est vraiment une course, tu as tes compétiteurs à côté, puis c'est très stratégique, des dépassements. Puis, à la fin, c'est pas nécessairement le plus vite qui gagne ou le plus endurant, c'est le meilleur coureur. C'est la personne qui a le plus utilisé ses forces. Puis, tandis qu'en longue piste, là, c'est un peu moins accessible parce que ça prend un anneau de 400 mètres, donc comme un anneau d'athlétisme d'extérieur. Mais idéalement, c'est à l'intérieur parce que tu veux pratiquer le sport le plus souvent possible. Donc, avant, on avait un anneau de glace comme ça à Québec. Donc, moi, je venais de Montréal, je pratiquais, puis je m'entraînais en courte piste à Montréal dans toute mon adolescence, mais j'aimais beaucoup le longue piste, puis je faisais des virées à Québec avec mes parents. Il n'y en a pas à Montréal? Ou il n'y en a pas à Montréal? Il n'y en a pas à Montréal, non. Okay. Puis je faisais des virées à Québec pour pratiquer le longue piste. Puis en longue piste, c'est solo. Donc, tu as ton corridor, c'est top chrono, le plus vite gagne. That's it. Il n'y a pas d'autres... donc, il n'y a pas de facteur chance. Donc, il n'y a personne qui va tomber dans les pieds. Il y a personne qui va... Un peu comme l'athlétisme, tu disais, où tu as chacun side by side. Puis exactement. Ta track, là. Okay. Puis là, pour le longue piste, la logistique, c'est qu'il y a une paire qui course une à la fois. Donc, 2 personnes. Okay. Puis à chaque tour, ces 2 personnes-là, ils changent de corridor pour qu'ils puissent faire la même distance. Puis là, il y a un 500 mètres, un 1000 mètres, un 1500 mètres, il y a un 5000 mètres, puis un 10 000 mètres. Okay. Puis après ça, tu as d'autres distances, plus d'équipes, ou tu as même le mass start, qui, je vais peut-être en reparler plus tard, là, mais qui est un peu mix de courte piste puis de longue piste, dans le sens que tu es contre plein d'autres patineurs aussi. Mais c'est dans un plus grand anneau. Là, donc, puis au lieu d'être contre en courte piste, tu es de 4 à 6 patineurs, patineuses sur la glace. Longue piste, le master, cette distance-là, c'est 16 tours de la patinoire de 400 mètres. Donc, c'est une très longue distance, à peu près 8000 mètres. Puis, il y a 16 patineurs ou patineuses qui comptent toi. Donc, ça ressemble plus à des courses de vélo. C'est très des stratégies macro. Avec des échappées. Oui, exactement. Tu as des profils, tu as des sprinteurs, tu as du monde plus de longue distance. Tu as des stratégies un peu d'équipe aussi parce que tu peux être 2 par pays. Donc, il y en a un qui peut travailler pour l'autre personne. Donc, c'est vraiment... c'est très challengeant, mais moi, c'est mon environnement. C'est ça que j'aime le plus. Là, Est-ce que tu t'es focusé sur le long piste à un certain âge pour ne plus retourner aux courtes pistes? Oui. En fait, moi, quand j'étais jeune, vers l'âge de 16 ans à peu près, je suis devenu vraiment bon, vraiment vite. Puis j'ai été tout de suite sur l'équipe nationale là, à partir de 16 ans. J'étais de loin le plus jeune. Là. Les autres avaient peut-être 20, 21 ans, toutes les autres sur l'équipe nationale. Et qu'est-ce qui a changé? Tu dis vraiment bon, vraiment vite. Est-ce que c'était ton corps qui a comme évolué ou est-ce que toi, tu as eu une révélation? Est-ce que tu arrives à pointer du doigt en regardant en arrière ce qui s'est passé sur cette courte période de temps? Oui, écoute, il y a comme un mix de facteurs. C'est sûr, la croissance aide. Là, j'ai eu une croissance, puis assez tôt aussi. Fait que j'étais bien développé assez jeune. Mais j'ai eu aussi comme un shift mental là, en lisant des livres, en consommant un peu plus du matériel, je dirais philosophique, du stoïcisme. Là, donc,
à être introduit à des façons de penser qui s'éloignent un peu de la victimisation, puis j'ai comme plus pris responsabilité, je dirais, sur mes actions, puis ce que je voulais faire. Puis c'est une période aussi de ma vie où je vivais beaucoup d'intimidation. Puis ça a comme été un refuge pour moi, le sport, à ce moment-là. Fait que je vivais que pour ça, là. Tu sais, période de 14, 15, 16 ans, j'y pensais, j'en rêvais, j'y pensais jour et nuit. J'étais dans les classes, puis je dessinais des tracés de patinage de vitesse, j'élaborais des stratégies. Donc, il y avait c'était une période pour moi qui était très créative, je focusais beaucoup sur ma technique. Tu sais, je pensais à ça tout le temps. En attendant l'autobus, je pratiquais ma mobilité de cheville. Tu sais, j'étais tout le temps dans ce mindset-là de me développer comme personne mentalement, mais aussi physiquement pour le sport. Puis ça a eu des résultats là, directs. Je ne sais pas si je peux attribuer ça juste à ça ou si il y a comme plein de facteurs. Mais c'est ça fait en sorte que cette année-là, j'étais comme excité, j'étais sur l'équipe nationale. Là, mon ego, il grossit aussi. Là, je suis comme crème, ça a payé, tu sais. Focusé sur toutes ces affaires-là. Puis j'ai comme perdu le contrôle un peu sur mes compétitions, mes entraînements, ma relation avec mon coach. J'ai vraiment complètement perdu le contrôle. Puis ça a été une année très fructueuse en termes de performance. J'avais fait les championnats du monde junior cette année-là, en courte piste et en longue piste. Donc, je faisais comme beaucoup de compétitions. Puis en longue piste, j'avais fini en longue piste, j'avais fini troisième. Puis en courte piste, j'avais fini deuxième. Puis il me restait encore une autre année junior. Puis j'étais comme, aïe, je peux devenir le premier. Tu sais, non seulement le premier à gagner des médailles dans les deux disciplines, mais le premier à gagner dans les deux. Tu sais, je savais que j'avais ce potentiel-là, puis je suis devenu vraiment excité. Puis en gros, ça a été comme un déclin à partir de là. T'avais quel âge exactement à ce moment-là? À ce moment-là, j'avais 18 ans. OK. C'était ma dernière année junior. Puis j'avais vraiment en tête de continuer à faire les deux, là, le courte piste et le longue piste, parce que j'aimais ça, puis j'étais bon dans les deux. Mais là, j'ai commencé à avoir des symptômes de surentraînement. J'ai commencé à avoir une mauvaise relation avec mon coach, avec l'organisation. J'ai commencé, puis j'ai pris ma retraite après 2 ans de on and off là, dans l'équipe nationale. Puis c'est 4 ans plus tard que j'ai décidé de faire un comeback. Là. Dans ma tête, j'avais pris ma retraite, puis c'était fini. 4 ans plus tard, j'ai décidé de faire un comeback. Puis j'avais trop de traumas rattachés aux courtes pistes pour recommencer en courte piste. Fait que j'ai décidé d'appeler mon coach de longue piste de quand j'étais plus jeune à Québec. Je l'ai appelé, puis j'ai dit la porte est-tu encore ouverte? Je peux-tu m'en venir? Puis il a dit oui. Fait que j'ai déménagé à Québec, j'ai fait le move, puis ça fait à peu près 10 ans de ça quasiment. Là. Nice. Ouais. Et sur ce point-là, Ouais. tu as parlé de surentraînement, tu as parlé d'intimidation, tout ça. Mm-hmm. Comme je te disais avant le podcast, je trouve que c'est des sujets intéressants à discuter parce que c'est très peu médiatisé. Ça ressemble un peu à ce qu'on dirait un burn-out pour le bon vieux monde corporate. Mm-hmm. D'où ça part? Est-ce que c'est des personnes toxiques dans ton environnement? Est-ce que c'est toi qui est dans ta tête puis qui travaille trop à des objectifs trop élevés ou veut aller trop vite? Est-ce que tu es capable maintenant, aujourd'hui, de regarder puis de dire c'est ça qui s'est passé, puis de comprendre comment tu en es arrivé là? Puis surtout aussi, je trouve la partie la plus importante, c'est comment tu l'as réalisé. Tu as dit je fais ce move c'était une passion qui en fait devient comme peut-être une torture en même temps, et peut-être les deux en parallèle, et juste de dire tu sais fuck off, puis ensuite de réussir à revenir. Ouais, absolument. Tu sais, je pense que tu l'as bien amené dans ta question, là, c'est comme ça a été un long processus de comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là, une période extrêmement traumatisante pour moi, parce qu'il faut se mettre dans ma peau de quand j'avais justement 17-18 ans. J'avais pas vraiment vécu d'adolescence, tu sais, j'avais pas été dans des parties, pour moi, il y avait tout le temps un entraînement le lendemain qu'il fallait que je sois prêt et en forme. J'avais tout le temps des compétitions les fins de semaine, tu sais, j'ai comme... Puis toute mon identité dans ce moment-là crucial aussi d'adolescence s'est construite autour du sport, puis d'être un athlète de haut niveau, puis de montrer l'exemple, puis de vivre de ça. Puis
c'est comme... Ça faisait tellement partie de ma vie que je disais oui à tout, là, tu sais, je faisais partie, tu sais, fait qu'il y a un aspect que moi, je connaissais pas mes limites, j'avais pas d'identité autre que ça. Tu sais, j'étais pas une personne complète encore nécessairement, donc j'ai pas pu, tu sais, il y en a qui ont vécu euh, durant cette période-là, puis qui l'ont pas vécu comme étant de l'abus psychologique ou de la maltraitance, parce qu'ils étaient capables de dire « Voyons, non, ça fait pas de sens, moi je fais pas ça, tu sais. » Puis comme, Puis le tri il y avait se leurs fait limites. vite, ouais. Le tri il se fait vite sur Oui, ceux qui c'est sont ça, le moins commit d'une certaine manière. Exact. Qui le reconnaissent plus vite. Ouais. Moi j'avais pas les outils, j'étais jeune, puis avec ces années-là qui précédaient, c'était tellement important pour moi, là. Tu sais, c'est comme... le refuge de l'intimidation dans le sport, ça m'a apporté du bien, mais ça a aussi fait en sorte que c'était comme la seule façon que je puisse me prouver à moi-même que j'étais quelqu'un, si on veut, que j'étais... ou que... donc, c'est ça, au début, il y a eu un coach, ça s'est quand même bien passé. L'autre coach qui est arrivé, il a introduit une structure très, très stricte. Dans le genre de s'entraîner à peu près 6 fois semaine, t'arrives à l'entraînement à 8 heures le matin, puis tu sors après avoir fait pas mal 4 entraînements à 6 heures le soir. Donc, Puis c'est 6 journées d'entraînement à base de 4 entraînements par jour. C'est ça que tu dis? Ouais. Donc, 24, 25 entraînements à la journée, à la semaine. Pas mal. Insane. Donc, c'est comme... c'était tout le temps. On était... c'est ça, on était très, très entraînés, beaucoup de volume. Puis c'est comme d'une shot aussi pour moi, là, tu sais, ça faisait pas 5-6 ans que j'étais sur l'équipe nationale avec un bagage comme ça. Fait que je me suis tout de suite blessé, là. J'ai eu des tendinites, des grosses tendinites au genou. J'ai essayé de revenir de ces blessures-là, mais je commençais à faire, dans le temps que je pensais, beaucoup de crises d'asthme. J'ai des problèmes aussi d'étourdissement après l'effort. J'ai des grosses périodes de fatigue. Comme les symptômes physiques apparaissaient de plus en plus. Puis on me prenait pas vraiment au sérieux non plus avec l'équipe nationale. Donc on te faisait ignorer un peu ces choses-là, ou tu faisais dire regarde, ça va passer, c'est juste temporaire, puis comme, tu sais, juste keep it up, puis continue, genre. Exact. Au début, c'est ça qu'on a tout le temps appris à faire comme athlète, là. Tu baisses la tête puis tu continues, là. Ça fait mal, c'est pas grave, on continue. Puis à un moment donné, c'était plus faisable, là, tu sais. Je pouvais tomber sa connaissance après un effort à l'entraînement ou en compétition. J'étais vraiment en grosse crise d'asthme après mes efforts. Est-ce que tu étais de base asthmatique, ou est-ce que tu l'as peut-être découvert parce que tu es allé peut-être un peu trop loin aussi sur ce que ton corps pouvait genre prendre? Exact. Puis on passait beaucoup de tests, on essayait de trouver c'était quoi le problème, tu sais, mes grosses périodes de fatigue, tout ça. Puis j'étais comme, pendant un bon 2 ans, j'étais soit en protocole de réhabilitation, j'étais dans la piscine pour faire de la natation parce que c'était le seul effort physique que mon genou pouvait prendre. J'étais dans des hôpitaux, à rencontrer des médecins. Puis après ça, je faisais comme on and off. J'essayais de faire un entraînement, ça marchait pas. Là, j'étais off pendant plusieurs moments. Fait comme c'était plus quelque chose que j'avais envie à ce moment-là. Là, et tu étais dans la vingtaine, c'est ça? J'ai pris ma décision d'arrêter, je pense, ouais, j'avais 20 ans. Ouais. Et dans ces moments-là, est-ce que tu vivais comme encore chez tes parents? Et est-ce que, parce que tu m'as pas dit, ou en tout cas je pense pas que tes parents étaient forcément dans le sport de haut niveau, fait que pour eux c'était pas forcément, c'est pas eux qui te poussaient. Est-ce que eux ils voyaient quelque chose d'extérieur, ou est-ce qu'ils, confiance aveugle dans le coach, puis c'était comme regarde, si le coach dit ça, c'est ce qu'il faut faire? Parce que j'imagine que eux quand même te voyaient un peu souffrir puis rentrer à la maison probablement. Oui, absolument. Moi je pense que c'était la lentille qu'on avait à ce moment-là. C'était comme le fait de s'entraîner avec l'équipe nationale venait avec, bien sûr, beaucoup d'entraînement, beaucoup de services, beaucoup de responsabilités. Puis les problèmes que j'avais, on avait tout à la lentille de problèmes physiques. Qu'est-ce qui se passe avec mon corps, là, t'sais.
Puis on n'a jamais vraiment poussé sur le côté mental. Puis tout ce qui était toxicité, puis un peu climat malsain, là, c'était tellement normal Ouais. dans ce moment-là. Tu sais, le monde ne voyait pas à quel point Et quand ça tu dis faisait pas de sens. toxicité, malsain, est-ce qu'il y a un aspect de surentraînement, comme tu le disais, overwork, mais est-ce qu'il y a des gens qui te rabaissent, t'es pas assez bon, tu peux faire mieux, tu fais pas d'efforts, des choses comme ça qui ajoutent par-dessus la fatigue purement physique? Oui, tout le temps. Ouais. Tout le temps. Moi, ce coach-là, je l'ai dénoncé un peu après mon retour dans le sport. Ok. Parce que quand j'ai retourné dans le sport, j'ai revécu les mêmes symptômes que je vivais dans le passé. Ok. Mais j'avais tout le temps attribué ces symptômes-là à des symptômes de surentraînement. Puis là, Physique. Côté c'est ça. physique, plutôt. Puis là, je me disais, voyons, ça fait 4 ans que je me suis pas entraîné, je suis pas en surentraînement. Tu sais, ça faisait plus de sens, cette espèce de narratif-là que j'avais dans ma tête. La réponse facile, c'est je suis fatigué parce que je m'entraîne trop. Alors qu'en Oui, fait, c'est ça. le vrai truc, c'est mental. Oui, exact. Puis c'est en creusant puis en revivant des moments de grande fatigue, je me suis rendu compte que ces moments-là, c'était des périodes de dépression. Ok. Tu sais, que je vivais suite à des triggers que j'avais de moments traumatisants, donc que j'avais vécu dans le passé. Tu sais, l'asthme était déclenché beaucoup par des crises d'hyperventilation, des crises de panique. Ouais. Tu sais, il y avait comme plein de ces symptômes-là que j'ai comme « Oh, OK, tu sais, ça peut venir de là, ça peut venir de là. » Puis ça m'a aidé tranquillement à faire la paix un peu avec mon passé, parce que je me suis beaucoup victimisé par rapport à ça. Mais j'avais jamais vraiment adressé ça. Je l'ai adressé à ce moment-là. Il y a un reportage qui a été fait, parce que le coach en question est encore en fonction. Ok. Puis il y avait encore les mêmes pratiques. Là, tu sais, ça avait aucun sens qui reste en position de pouvoir, cette personne-là. Puis je l'ai dénoncé, puis il y a plein de monde aussi qui ont accompagné ma dénonciation. Puis j'ose croire que depuis ce temps-là, ils font plus attention. Là. En tout cas, il y a plus de systèmes mis en place pour favoriser un bon climat dans le sport. Puis moi, ça me fait du bien de voir ça. Puis ça m'a surtout fait du bien d'avoir fait ce cheminement-là pour mettre ça derrière moi, puis faire un peu la paix là, avec cette période-là de ma vie. Là. Ouais. Ouais. Et puis justement, quand tu as 20 ans, puis ce jour, est-ce que tu te rappelles où tu dis complètement fuck it, puis que tu raccroches pas les crampons, là, mais les lames? Est-ce que tu te rappelles qu'est-ce qui a... J'ai beaucoup d'anglicisme, sparké. Qu'est-ce qui a fait l'étincelle pour que tu prennes cette décision, puis que tu t'éloignes complètement du sport? C'est rien de... C'est pas une goutte qui a fait déborder le vase, c'est juste tranquillement, je me faisais à l'idée que c'était plus ça que j'avais envie. Je savais pas ce que j'avais envie encore vraiment. C'était en 2012, c'était la grève étudiante. J'étais beaucoup impliqué dans la grève étudiante. Il y avait... j'étais comme... Je vivais mon adolescence un peu à retardement à ce moment-là aussi. J'avais envie de voyager, j'avais envie de vivre autre chose. Fait que pour moi, c'était comme la décision logique. Là. Ouais. Et t'as fait quoi alors? T'as parlé de c'était 4 ans à peu près d'arrêt avant que tu décides À peu de près, revenir, ouais. À peu près 4 ans. Tu as parlé de ton identité, c'est le sport, tu es un sportif de haut niveau, tu vis pour ça. Puis, bon, qui veut dire que du jour au lendemain ou du jour au mois suivant, t'es plus ça. Tu deviens quoi? J'étais complètement perdu. Ouais, complètement perdu. Écoute, j'avais passé plusieurs mois en Asie. Ok. Donc, j'ai voyagé. J'étais allé en Inde, au Népal. J'étais allé en Chine aussi. Je voulais peut-être travailler dans le monde du cinéma. Il y avait un tournage qui se faisait là-bas. Un de mes amis était DP. Puis, j'ai été comme caméraman pour ce long métrage-là. Je suis revenu, je savais pas trop ce que je voulais faire. Il y avait peut-être l'option de la musique, j'aimais beaucoup la musique. Tu sais, j'étais comme all over the place. Là. Ouais. J'avais fait les auditions pour aller au Cégep de Saint-Laurent en musique. Je n'étais pas assez préparé pour ça, là, tu sais. Mais comme je me lançais dans des choses que je croyais être maintenant mon identité, puis je me décevais. Puis je voulais autre chose encore. Ouais. Puis c'était tout le temps quelque chose d'un peu grandiose. Là, je voulais retrouver ce feeling-là d'être vraiment bon puis
d'être comme un maître de quelque chose un peu, C'est là. ça. Mais j'allais justement y venir. Je me dis, c'est quand tu es athlète de haut niveau et que tu as passé surtout tes plus jeunes années à vouloir être le meilleur, tu peux pas commencer un truc en voulant être comme moyen ou dans la masse. C'est comme tu veux être dans le 0.1% C'est des ça, meilleurs. exactement. C'est extrêmement difficile. Tu sais, cette période-là, je travaillais dans les bars aussi. Ok. Puis, pour te dire, j'étais boss boy, puis je voulais être le meilleur boss boy de tous les temps, là, tu sais. Tu sais, à chaque chose que je faisais, je le faisais de façon très, très intense. À en brûler la chandelle par les deux bouts, là, tu sais, c'était pas sain mon affaire. Puis j'étais aussi pris dans ce moment-là dans des addictions. Je buvais beaucoup, je faisais beaucoup le party. Tu sais, c'était comme, je vivais un rythme de vie qui me ressemblait pas nécessairement. Mais il y avait beaucoup de choses que je voulais étouffer, là. Donc c'est ça. Pendant ces 4 années-là, tu sais, pour bien paraître, je dis aux gens que j'explorais puis je vivais la belle vie. Mais au fond, tu sais, j'étais perdu, là. J'étais Ouais. complètement perdu. T'avais pas ton étoile du Nord ou ton truc que tu chassais. Puis c'est revenu, tu sais, 4 ans. Puis ça finit par revenir. La passion ou l'envie, en tout cas, j'imagine. Quelque Ouais. chose qui. Est-ce qu'il y a une étincelle ou est-ce que c'est ce processus de 4 ans qui fait que tu reviens au bout d'un moment avec Euh, la flamme qui revient? Drôlement, j'ai croisé au métro. J'essayais de me trouver une porte de sortie du monde des bars, là. Puis, j'ai croisé dans le métro un coach de patinage de vitesse que je respectais beaucoup dans le temps, qui était un patineur dans le temps, mais qui est comme devenu coach. Quelqu'un de très créatif, très ouvert, très respectueux, mais très flyé, là, tu sais. C'était un méchant personnage. Puis, il m'approche, il me dit « Hey, j'ai trouvé une nouvelle façon de patiner sur la neige, là, tu vas voir. » Puis là, il m'explique ça. Je suis comme « De quoi tu parles? » Puis ça fait un peu de sens, qu'est-ce qu'il dit, tu sais. Je suis comme, c'est complètement, tu sais, c'est comme c'est ça, c'était comme un rêve bizarre, là, tu sais, que je vivais. Puis, OK, puis là, on est allé, on s'est rejoint au Parc La Fontaine avec nos patins. Il y avait une belle neige un peu tapée, puis il me montrait une genre de technique, là. J'expliquerai pas les détails, là, mais comme c'est son secret. Mais tu sais, on a fumé un joint, puis on a Je patiné. n'osais pas poser la question s'il y avait un joint Oui, dans l'histoire. il y en avait un. On a patiné au Parc La Fontaine, puis j'ai comme revécu cette petite magie-là que j'avais de quand j'étais jeune, là, tu sais, puis ça m'a frappé, là, tu sais, j'étais comme... Vraiment, j'ai réalisé que c'est vraiment ça que j'aime faire, tu sais. Puis peu importe si je réussis à en refaire une carrière ou à le faire de temps en temps parce que j'aime juste ça, ou tu sais, peu importe le chemin, fallait que ça fasse partie de ma vie, le patin. C'est le truc que j'aime le plus faire au monde, tu sais. Ok. Et après 4 ans, pas rien faire, là, mais probablement pas autant t'entraîner qu'avant. 24-ish, 24-25 ans. Ouais. Est-ce que tu es tard dans une carrière théorique, surtout dans le sport de haut niveau? À 18 ans, 20 ans, tu es presque à ton pic. Ouais. C'est comment physiquement, puis mentalement, comment tu retournes dedans, puis comment tu retournes faire de la compétition, puis du très haut niveau? C'était un gros move, tu sais. Les mois qui ont suivi ce moment-là, j'ai commencé à coacher, j'ai commencé à graduellement remettre mes patins, suivre un peu le monde dans les entraînements, puis à reprendre le goût. Quand j'ai appelé mon coach, ben là, c'était de retourner à Québec, mais mon coach, lui, avait vraiment une vision à très long terme, là. C'était pas... il me disait pas hey, « Tu t'en viens vieux, va falloir au moins que dans les 2 prochaines années, tu piques, là. » Parce que non, c'était comme, gars, cet été, fais du vélo, prends ça relax. Tu sais, comme, dans sa tête, c'était... Puis il savait aussi, tu sais, à ce moment-là, je fumais encore la cigarette. Tu sais, j'avais pas de... Je fumais du pot souvent. Tu sais, T'étais purement de l'anti-sportif. complètement, là, tu sais... j'avais pas du tout l'hygiène de vie pour me réveiller le lendemain matin fresh puis repartir à un autre entraînement. Tu sais, c'était comme... Fait que ça m'a permis, ce moment-là, en tout cas cet été-là surtout, de le faire à mon rythme, tu sais, puis de travailler sur moi. Puis il voulait vraiment surtout que je sois bien comme personne, là, tu sais, je me développe, puis je cherchais pas des performances nécessairement.
La première année, par chance, j'ai réussi à faire une Coupe du Monde. Vraiment par chance. Comment ça par chance? Des gens blessés ou des trucs comme Ouais, ça? un peu là. Des gens blessés, puis c'était une Coupe du Monde à Calgary, fait qu'au lieu d'envoyer, mettons, 2 à 3 personnes par distance, il y en envoyait 5. Ouais, parce que Fait que c'était ici. c'est ça. Fait que tu sais, comme. Puis c'était une période aussi où en longue distance, au Canada, il y avait moins de contenders, là, il y avait moins de compétiteurs. Fait que comme. Je dis par chance, mais tu sais, c'est. J'ai quand même bien performé la première année. Tu sais, j'avais les feelings. J'étais quand même un bon patineur, mais ça faisait 4 ans que je vivais à la débauche, là. Puis l'année suivante était là vraiment plus difficile. Là, les enjeux étaient plus gros. Là, mes symptômes revenaient plus. Il y avait plus de pression. Fait que comme cette année-là, j'ai vraiment eu beaucoup de difficultés. Puis l'été qui a suivi, j'ai pris plus les choses en main, je dirais, là, plus restructuré mon entraînement. J'ai été vraiment plus discipliné, si on veut. Puis l'impact a été quasiment direct, là. J'ai manqué faire les Jeux olympiques de 2018 par 5 centièmes de seconde. Fait que mais pour moi, à ce moment-là, c'était comme « wow », tu sais. J'y suis déjà presque. Ouais. Tu sais, comme... Fait que j'étais rendu à 20... en tout cas, 27, 28 ans à peu près. 27. Puis... je me dis, OK, let's go, un autre 4 ans. Tu sais, fait que ça a été comme une autre belle progression là, de 4 ans pour me rendre au dernier jeu. Et est-ce que c'était, on y vient justement, est-ce que c'était ça ton objectif du moment où tu as repris? Parce que tu l'as dit quand tu étais buzz boy ou whatever, tu veux être le meilleur. Fait que tu disais, j'ai repris tranquille faisant du vélo, mais au fond, là, tu devais vouloir dès le début, tu savais plus ou moins où tu voulais y aller, pardon, j'imagine. Et est-ce que c'est les JO? Est-ce que c'est les championnats du monde? C'est quoi qui te drive du moment où tu es revenu, puis les années à venir? Mon plus grand rêve a tout le temps été de participer aux Jeux olympiques. Fait que c'était vraiment ça mon plus grand but. Veux pas, il y a des games politiques, il y a des games tu sais, de bien se placer, de choisir les bonnes distances à faire. Tu sais, comme... Fait que moi, ces années-là, ça a été beaucoup ça, je dirais. Il envoie de moins en moins de gens aux Jeux olympiques. Donc, d'être quelqu'un de polyvalent, c'est vraiment très bon aux yeux de la fédération. Fait que je me rendais très polyvalent. Je faisais beaucoup de distance pour pouvoir participer à ces jeux-là. Fait que mon but, c'était vraiment juste de participer aux jeux. Je n'étais pas un spécialiste nécessairement de distance. Pour moi, c'était comme, je veux mettre les pieds sur la glace aux Jeux olympiques. C'est mon plus grand rêve de vie. Puis je l'ai fait. Là, depuis les derniers Jeux olympiques, je me suis demandé what's next, c'est quoi le prochain objectif. Puis dans cette période-là, au début de mon retour dans le sport, j'ai vu le Mastart qui venait de commencer. C'est pas une distance que ça fait longtemps que ça existe. Ça venait tout juste de commencer. C'était un prototype. Puis j'ai vu ça, puis ça a été vraiment une révélation. J'ai dit, c'est fait pour moi, cette distance-là. C'est complètement fait pour moi. C'est purement dans l'intuition. Tu as de la place, là, tu peux... C'est très stratégique au niveau macro, au niveau micro aussi, les micro-dépassements, garder sa place. Il y a plein de choses à être vraiment allumées. Puis c'est ces personnes-là qui sont 100% dans l'intuition qui performent le mieux dans ces distances-là. Puis j'y ai participé aux Jeux olympiques, mais je n'étais pas assez en forme pour vraiment être un contender, être dans mettons, les 10 premiers, les 5 premiers même. Puis j'ai réussi à faire la finale, mais à la finale, je n'ai même pas été capable de suivre jusqu'à la fin de la course tellement c'était rapide, puis il y avait beaucoup d'attaques. Là, mon but, c'est pour les prochains Jeux olympiques, en tout cas, c'est d'être un compétiteur très sérieux pour le podium. Très bon. Ouais. Très bon. Mais est-ce que tu es dans les gars les plus avancés en âge? Puis tu as l'air de t'entendre parler, puis tes objectifs, c'est comme, j'ai encore des années, paquet d'années devant moi. Est-ce que tu penses que c'est ces 4 années de relax qui ont fait que tu as étendu ton lifespan de sportif? Est-ce que c'est juste la volonté? Qu'est-ce qui fait que tu peux continuer à passer la trentaine ou 35 ans ou ces choses-là? Et puis toujours dire, moi, c'est les JO, puis je vais y aller, puis je vais entrer en plus un high-level contender. C'est sûr que si on focus juste sur les chiffres en entraînement,
sur notre VO2 max, notre PAM. Tu sais, il y a comme plein de chiffres sur lesquels on peut se fier pour calculer notre forme physique Ouais. qui en soi transparaît quand même sur la glace. C'est quand même des bons paramètres à regarder. Même si à un certain âge, tu vois que ça stagne, tu t'améliores plus en termes de Ouais. chiffres. Même ça peut décliner un petit peu. Vu que c'est un sport très, très technique, tu peux tout le temps trouver une manière d'être un peu plus efficace. Plus sage. Oui, T'as c'est plus ça, d'expérience, exactement. Tu te connais mieux aussi, tu sais. Tu es plus capable de te dire « Ah non, tel entraînement, ça me fait pas du tout, tu sais. Pourquoi je le ferais? » Ouais. Tu sais. Tu es capable de prendre plein de petites décisions, puis avec une bonne relation avec ton coach aussi, tu es capable d'ajuster le programme d'entraînement en fonction. Fait que comme tu réussis à trouver une genre de formule qui fait que, ben moi, depuis, si on regarde les 3 dernières années, je m'améliore de plus en plus encore. Puis à 32 ans présentement. Je suis pas le plus vieux, là, loin de là, dans le circuit. Il y en a qui ça monte jusqu'à 37 ans. Ok. Il y a une phénomène, là, une Allemande qui est dans la cinquantaine, là, mais ça, ouais, c'est ça. On voit vraiment pas ça souvent, mais comme dans la trentaine, de plus en plus on en Ouais. voit. Surtout que le sport est maintenant tellement axé sur... tu sais, la science a tellement évolué que on est capable de mieux programmer des entraînements, de pas vivre un burn-out à chaque année. Là, tu sais, dans le temps de Gaétan Boucher, là, dans les années 80-90, c'était pousse de la fonte le plus que tu peux, puis Ouais. c'est ça. Là, tu sais, 100 squats à 200 livres, Ouais. puis c'est ça l'entraînement. Tu sais, il n'y avait pas de science de l'entraînement tant que ça. Fait que comme c'est beaucoup plus durable ces temps-ci, là, ça reste à voir si c'est quelque chose que j'ai envie de continuer à vivre cette vie-là aussi longtemps pour viser ces objectifs-là. Ma réponse est oui encore. Tu sais, je me le demande. Il y a tout le temps un moment dans l'année où je me demande, bon, encore, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ici? Là? Ouais. Je suis pogné dans un avion en Chine à devoir aller à je sais pas où, puis je suis malade comme un chien, puis je tousse parce que je viens de faire un 1500 mètres, puis Ouais. c'est dur pour les poumons, puis là, je suis dans l'avion, là, je me frotte les yeux, puis je me dis, qu'est-ce que je fais là? Je suis pas mis derrière mon Non, ordi, là. c'est ça. Mais bon, l'amour du sport, puis de la vitesse, puis de la glace est trop forte pour arrêter encore. Je dis, tu sais, le monde me demande souvent quand est-ce que je pense prendre ma retraite. Après les prochains jeux, je vais le reconsidérer, mais tout dépendant de ce qui se passe dans ma vie, de où j'en suis rendu, je me verrais peut-être même faire un autre 4 ans. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'exclus parce que je me dis, ah, je suis vieux, là, tu sais. Mais ça, c'est parce que tu as retrouvé le fun, que tu avais Ouais. complètement perdu à 20 ans, parce que tu l'as dit là, tu te poses souvent la question, mais tu reviens à te dire, c'est ça que j'aime. Et tu es Exact. prêt à te dire, en ce moment, je ferai un autre 6 ans, et 2026 et 2030, Exact. s'il le faut. Exact. C'est beau à voir. Est-ce que cette discipline, tu penses que c'est ça, c'est plus la discipline désormais qui va t'amener à ces 6 prochaines années, plutôt l'expérience, la sagesse, plus que le physique, justement, parce que ton physique, tu sais comment ça va plateau, d'une certaine manière. Ouais. La discipline, tu sais, je trouve ça dur à déterminer, si on veut, Ouais. comme athlète. C'est sûr qu'il y a des moments où j'ai besoin, mettons, dans des cycles d'entraînement, dans des compétitions, j'ai besoin de me parler, tu sais, j'ai besoin de... Mais je pense que c'est surtout d'être stratégique qui m'aide, puis de bien planifier ce qui est à venir ou comment je fais les choses. Je me suis entraîné dans le passé sans horaire d'entraînement, où j'avais plus un programme de ma semaine, puis je me disais, bon, faudrait que je fasse ça aujourd'hui, puis j'étais un peu par moi-même, puis là, ça prend beaucoup de discipline, puis c'est vraiment dur maintenir un programme d'entraînement, puis d'avoir en tête un moment de compétition. Tu sais, tu t'entraînes tout ça pour un moment de compétition qui est dans 6 mois, que peut-être tu vas bien performer, peut-être non. Tu sais, Ouais. c'est comme... Tout ça est vraiment difficile. Ce qui aide, c'est d'avoir un groupe d'entraînement, un programme d'entraînement, des heures que tu vas tout le temps pour t'entraîner. J'ai même plus à me poser ces questions-là. Je le fais parce que c'est ça ma vie, tu sais. Fait que ça m'enlève énormément de charge mentale, puis ça garde un peu cette discipline-là
C'est comme si je la prenais pas pour day-to-day, aller à mes entraînements ou aller faire ci ou aller faire ça. Je la garde pour des moments où je trouve ça dur, tu sais, Ouais. ou des moments... parce que c'est une tank qui... C'est ça, c'est une tank à un moment donné, ça se vide. Ouais. Là. C'est Ouais, pas, ouais. t'en as pas à l'infini là, Ouais, de la discipline ou de la dureté un peu comme ça du mental. Là, c'est ça. Fait que c'est comme plus stratégique, je dirais. Là, tu sais, il y a des moments où je sais faut que je creuse profond puis c'est dur. Mais quand je sais que c'est dans un bloc d'entraînement, puis c'est ma dernière semaine de bloc d'entraînement avant ma semaine plus relax de repos, mais là, je sais que c'est pas grave, tu sais, je vais y aller parce qu'il y a quelque chose de... Il y a un relâchement qui s'en vient. C'est une finale, là. Mais si on est dans un programme d'entraînement comme je l'étais avant dans le courte-piste, où il n'y a plus de fin, c'est tout le temps dur, c'est tout le temps, puis tu sais, il n'y a pas de... Là, c'est dur, Ouais. parce que tu sens, tu vas jamais remonter la pente, tu sais, tu vas jamais pouvoir avoir un souffle ou, tu sais, Ouais, on va remplir les batteries, là. Juste Non, une jamais, heure, jamais, ouais. jamais. Puis là, ça devient vraiment dur. Mais quand c'est bien planifié, pour vrai, ça se fait bien. Nice. Ouais. Et maintenant, vu que tu as pu essayer pendant 4 ans de ne pas patiner, une fois que tu auras terminé, que ce soit dans 2, dans 6 ans ou dans 10 ans, ce sera quoi tes plans? Tu y penses déjà ou t'attends que ça vienne? Oui, j'y pense déjà. C'est sûr, en tant qu'athlète, c'est dur planifier cette vie-là parce que, faut le mentionner, notre salaire qu'on reçoit du gouvernement, c'est un salaire qui est pas imposable. Puis, là, il y a des chances que ça augmente, là, mais qui est fixe quand même à chaque année. Puis, fait que ça devient dur. Tu sais, si j'avais juste ça, mes impôts que je déclarais à la fin de l'année, c'est zéro, là, tu sais. Fait que si tu veux avoir un prêt hypothécaire, si tu veux commencer une vie, mettons, une vie d'adulte de 30 ans, là, à peu près, là, c'est pratiquement impossible, là, tu sais, comment tu fais. Les études, maintenant, c'est de plus en plus encouragé, tant mieux. Moi, j'ai étudié justement en cinéma. Puis ma formule présentement, c'est que j'ai des clients, je fais des vidéos pour des compagnies pour régler des problèmes ou des projets qu'ils ont, ou faire du médias sociaux, des projets promotionnels, peu importe. Puis mes clients sont vraiment très autour de moi, là, du monde dans le sport ou des organismes dans le sport. Fait que comme c'est facile pour moi de les inclure dans mon quotidien, puis de travailler avec eux. Puis, vu que je suis travailleur autonome, mais je peux choisir mon horaire, je peux choisir quand est-ce que je prends plus de contrats, moins de contrats. Puis, ça me bâtit un genre de portfolio, puis un revenu. Puis, donc, c'est quelque chose que je planifie depuis une couple d'années. Puis, je veux continuer à poursuivre pour qu'au moins, quand j'arrête de patiner, tout soit déjà là. J'ai même plus à me remettre en question. Je ne suis pas perdu, j'ai pas à retourner aux études, j'ai déjà une job qui m'attend, tu sais, puis que je contrôle, puis qui m'appartient, puis que... Ouais. Nice. Ouais. Smart. Bah, c'est bon, t'es d'avance. Ouais, j'ai fait l'erreur une fois, je la ferai pas 2 fois. Bon. Si tu avais une phrase ou 2 phrases à dire à toi de 20 ans, là, 1 ou 2 semaines avant de quitter le sport, en tout cas temporairement, ça serait quoi? Oh mon Dieu, c'est une très bonne question. Ça serait surtout que tu n'as pas besoin de te chercher. T'sais. Je dirais, tu sais au fond de toi qui t'es. Parce que cette période-là, je cherchais tellement à l'extérieur de moi, je cherchais tellement... j'avais vécu tellement de moments où j'étais dans des performances, dans des accomplissements, dans des... J'étais comme un peu le golden child. Là, tout le monde me présentait. Ça, c'est le grand champion de patin de vitesse. Ça, c'est que j'ai tellement fait ce lien-là entre mon identité et ma personne que c'est ça. Je m'étais complètement perdu. Puis je me cherchais partout. Je me cherchais. Fait que oui, je pense que je dirais, tu connais la réponse, t'es qui en dedans de toi, tu sais. Puis comme... c'est ça, j'ai tout le temps su qui j'étais, je l'ai juste oublié un peu, là. Très sage. Ouais. Une autre question beaucoup plus sérieuse. Oui, vas-y. Non, c'est pas vrai. J'ai failli pas te reconnaître, en fait, j'étais pas sûr que c'était toi tout à l'heure quand je t'ai vu sur le stationnement, parce que les photos sur internet, il y en a une où t'es comme
peu de cheveux, grosse moustache, d'autres t'as pas de moustache, cheveux longs, puis là c'est comme in between. Est-ce que c'est la saisonnalité? Est-ce que c'est des périodes de ta vie qui changent, qui font que ta face change Ouais, sur toutes les photos? c'est dur à dire. J'ai pas d'attachement à un look Ok. nécessairement. Drôlement, la moustache, je me l'étais fait pousser parce que j'étais très conscient de mon sourire à ce moment-là. Ok. Je venais de, juste avant les Jeux olympiques, je suis tombé très malade. Un syndrome de Ramsay-Hunt, ça s'appelle. Ok. Fait un mois avant les Jeux, on se rappelle, c'est en pleine période de pandémie. On était en lockdown, tout le monde, là, surtout Ouais. les athlètes, parce que si on testait positif un mois avant les Jeux, ils ne nous envoyaient pas. Fait que t'étais juste pas un Olympien, tu sais, même si tu étais classé. Fait que comme on était très, très parano même, là, puis là, je suis comme tombé malade. Ça a commencé avec une très grosse douleur à l'oreille. J'étais allé à l'hôpital. Mon tympan, il a comme explosé. J'ai comme... Tout était bizarre, mais j'avais extrêmement mal. Ça s'est pas résorbé. Puis une semaine plus tard, la moitié de mon visage est tombé paralysé. Puis là, j'ai eu vraiment peur. Finalement, c'est comme... C'était pas si pire que ça, mais quand même, là, ça a comme été 2 semaines où j'ai passé un peu à prendre des antibiotiques puis à être dans mon lit. Puis ma face était encore paralysée beaucoup. Fait que mon sourire, c'était comme c'est ça, c'était bizarre. Fait que j'avais fait pousser la moustache pour essayer de camoufler un peu la paralysie faciale. J'aurais trouvé ça plate que de revoir toutes les photos des Jeux olympiques puis de me voir de même. Je sais pas, il y avait de quoi de... je voulais pouvoir sourire, tu sais. Puis pas que le monde me fasse comme « Ah, c'est bien bizarre, qu'est-ce qu'il y a, lui, tu sais. Je voulais que le monde se dise « Ah, il est content d'être là. » Il y avait vraiment une raison. Oui, il y avait vraiment une raison pour la moustache. Puis ça a fait parler, là. C'est drôle. Nice. Excuse-moi. S'il y avait une personne de ton entourage sportif que tu trouverais intéressante d'entendre un peu avec une histoire intéressante comme la tienne, ce serait qui? Dans mon monde sportif proche, quelqu'un. Proche, ouais. C'est sûr que quelqu'un comme que je trouve qui est très près de ses sentiments, puis qui s'est tout le temps respecté, Clara Hughes, là, comme Je connais pas. chaque fois que je l'entends parler, chaque fois qu'elle a écrit un livre récemment, à chaque fois je suis inspiré. C'est une patineuse de vitesse, justement. Okay. Elle a commencé quand même tard le patin de vitesse à l'âge de 17-18 ans, si je me trompe, là, je ne suis pas trop sûr. Puis ça a été une grande championne. Puis, je sais pas, elle avait une genre d'authenticité que j'ai tout le temps admirée puis respectée. Là. Excellent. Ouais. C'est bon. Une autre potentielle invitée. Oui. Est-ce que tu es actif sur les réseaux sociaux, tout ça, ou justement tu préfères t'en éloigner? Où est-ce que les gens qui vont écouter pourront te suivre ou te regarder? Absolument, ils peuvent me suivre sur Instagram, principalement ces temps-ci. C'est tout le temps le défi en tant qu'athlète de garder ça actif, puis parce qu'on peut pas avoir d'équipe nécessairement ou de monde qui s'occupe de ça pour nous. Fait que c'est du travail qu'on a à faire de notre côté. J'essaie de plus en plus là, de participer à ça. C'est pas naturel pour moi, mais j'aime ça partager un peu ce que je fais, ce que je vis, puis c'est ça. Nice. Et dernière question, c'est la première fois que je peux le montrer en personne. J'ai fait ce mur-là pour un peu souvenir, puisque ça a l'air cool aussi. Il y a la tenue découpée de Maxime Lahoun, il y en a un paquet d'autres. Il n'y a pas tout qui est au mur. Est-ce que tu as quelque chose en tête que tu pourrais éventuellement partager puis qui irait bien, je sais pas, ici en haut à gauche, quelque chose? Absolument, j'ai quelques items. Là. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Mais, tu penseras. Oui, je vais y penser, puis je vais essayer d'y trouver un spot. J'ai pris une photo là, justement pour voir c'est quoi qui fitterait. Là. Oh, il y a plein de choses. Ça a un peu bougé. Hein, c'est bon. Et je pense que je vais faire le deuxième mur parce qu'il y a trop de choses maintenant. Donc, on se tiendra au courant pour ça. Right. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus à part plein de succès puis les JO? Ouais, de la santé, je pense. Ouais. À mon âge, les petits bobos, ils reviennent de plus en plus. Fait que comme la santé, puis surtout d'être bien avec ça, là, je pense que c'est pas mal mon motto pour les prochaines années. Puis surtout de m'écouter puis savoir dire non. J'ai tellement fait de distance de compétition, de ci, de ça. J'ai dit oui à tout. Là. Cette année, j'essaie de plus
plus m'écouter puis respecter mes limites pour essayer de pas tout faire pour plaire aux autres. La sagesse. La 100% sagesse. sagesse, Ouais. cool. Merci Antoine. C'était Merci, vraiment Léo. cool. À plus. Oui, merci.